Chers confinés, bonjour et bienvenue à ce premier club de lecture virtuel. Les circonstances bizarroïdes qui nous entourent font que, bon voilà, pendant un petit temps ça va peut-être se dérouler comme ça, mais ça ne nous empêche pas de continuer sur les bonnes habitudes que nous avions à la bibliothèque avec le goûter littéraire qui se déroulait une fois par mois le jeudi après-midi. Alors j'ai voulu vous présenter une série de romans qui vont avoir pour thème les épidémies qui se sont déroulées à travers le monde. Nous verrons que c'est essentiellement en Europe, le thème c'est surtout centralisé là-bas. Et à travers ces épidémies, les divers ressentis que nous pouvons avoir, les inquiétudes, le changement de vie, ce genre de choses. Voilà, encore en un de moi. Excusez-moi pour ce petit aparté, et je vais commencer tout de suite en vous présentant donc une dizaine de livres ayant ce thème en particulier. Mais d'abord, quelques petites précautions. Lunettes. Éponge. Solution alcoolique. Merci. Donc, si on se remémore la première apparition en tant que telle d'un récit de peste, bien, nous pouvons remonter aux auteurs grecs. Mais le premier, à mon avis, qui a mis ça vraiment en avant, eh bien, c'est un auteur italien, un classique de la littérature italienne, qui s'appelle Boccace, ou Boccace, et à travers une œuvre qui s'appelle le Decameron. Alors, qu'est-ce que c'est que le Decameron? Eh bien, c'est une étude sur l'épidémie de peste qui a ravagé le Moyen-Âge, qui a ravagé l'Europe, faisant en sorte que près de la moitié de mémoire, la moitié des personnes vivant en Europe sont décédées. Et il y a eu une épidémie extrêmement grave en Italie, comme partout en Europe d'ailleurs. Et Boccace a pris ce thème pour faire ce Decameron. Alors qu'est-ce que c'est que ce Decameron? C'est 7 jeunes filles et 3 jeunes hommes qui vont quitter la ville pour éviter l'épidémie et vivre cloîtrés. Et pour faire passer le temps, eh bien, ils vont commencer chacun à tour de rôle, un peu comme dans les Mille et une nuits, à raconter une histoire par jour. Decameron, d'ailleurs, c'est basé sur 10 jours. C'est un terme qui veut dire 10 jours. Et donc ces 10 jeunes gens vont se retrouver cloîtrés dans une campagne à l'extérieur de la ville. Nous sommes en 1348, la peste donc ravage toute l'Europe, et chacun à tour de rôle va raconter ses histoires. Nous avons là une étude particulièrement réussie sur les ravages que peut faire un fléau comme celui-là, et les comportements psychologiques qui changent de l'un et de l'autre. Il y a aussi tout un aspect de fable et de morale qui est mis en avant. Donc le Decameron, c'est tout à fait lisible encore maintenant. Donc ne vous gênez pas. Pour le lire, il est vraiment, vraiment très très bien. Alors je n'ai pas les livres physiquement devant moi, puisque bon, la bibliothèque n'est pas accessible pour le moment, mais vous pourrez trouver l'ensemble de ces livres évidemment dès qu'elle réouvrira, j'espère bientôt. Après le Decameron, un autre livre important, celui-là qui est plus d'un style analytique et d'un style journalistique et documentaire, c'est un livre de Daniel Defoe. Donc, Daniel Defoe, qui est un auteur anglais qui s'est surtout fait connaître pour, par exemple, Robinson Crusoe. Et Daniel Defoe, c'est un homme qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a connu aussi une épidémie de peste, mais cette fois-ci à Londres. Au début du XVIIIe siècle, et il a décidé d'en faire un journal. Donc c'est le journal d'une épidémie, le journal d'une épidémie de la peste.
Et là, on a affaire vraiment à un documentaire. Donc, il décrit de jour après jour les conditions sanitaires dans lesquelles doivent vivre les gens. C'est vraiment un arrêté sur le monde de cette époque, surtout sur l'Angleterre de cette époque, qui vivait des fois dans des conditions sanitaires absolument épouvantables dans les quartiers les plus pauvres. Ça a duré bien après d'ailleurs, ça s'est terminé à peine au début du XXe siècle, et encore. Et donc Daniel Defoe va nous présenter un ensemble de cas qui vont se passer, l'évolution. Enfin, c'est vraiment un travail journalistique extrêmement intéressant qui nous permet encore aujourd'hui de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé dans ces années-là. On va remonter, enfin on va pas remonter, on va avancer un peu dans le temps avec un chef-d'œuvre absolu, une œuvre fondatrice de la littérature fantastique, qui sont les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Alors Edgar Allan Poe était un précurseur dans pas mal de domaines. Dans le domaine policier avec les histoires extraordinaires, donc ça ce n'est pas du fantastique mais c'est bien des histoires policières ou des histoires à suspense. Et puis les nouvelles histoires extraordinaires, là par contre nous avons du fantastique en plein, puisque l'ensemble des nouvelles qui sont dans les nouvelles histoires extraordinaires sont toutes de près ou de loin proches du fantastique. Et la nouvelle, évidemment, qui est la plus probante aujourd'hui, c'est Le Masque de la Mort Rouge, qui est une nouvelle extrêmement connue, qui a été adaptée au cinéma, et qui peut être lue à divers niveaux. C'est-à-dire que ça peut être vu comme une étude sociale, ça peut être vu comme aussi, souvent chez Poe, une mise en abîme de ce qu'il vivait lui-même dans sa vie personnelle. Donc l'histoire de la mort, de la mort rouge, c'est simplement un groupe de gens extrêmement riches et de nobles qui sont au courant qu'une maladie extrêmement bizarre, qui s'appelle la mort rouge, est en train de détruire à peu près tout le pays, et eux décident de se cloîtrer dans un immense château pour échapper à ce virus, et vivre d'une façon extrêmement oisive en ne faisant que la fête et en oubliant complètement que les gens autour d'eux, les plus pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens de venir chez eux, eh bien, meurent. Donc, c'est un peu une vie de débauche et d'amusement, et un jour, le maître des lieux décide d'organiser un bal masqué, et lors de ce bal masqué, eh bien, bon, tout le monde participe, mais il y a un invité qu'on ne reconnaît pas, qui est vêtu totalement en rouge, avec un masque de squelette, rouge lui aussi, et on se demande qui ça pourrait être, parce que bon, personne ne parvient à identifier qui c'est. Et lors de ce bal masqué, on a eu l'idée de faire en sorte que plusieurs pièces du château soient attribuées à une couleur. Donc il y a toutes les couleurs, mais il y a une couleur bien plus inquiétante qui est une espèce de couleur rouge vif dans une des pièces, et qui est la 12e pièce, et là personne ne veut y aller. Il y a aussi une horloge dans cette pièce qui sonne chaque fois à minuit, donc les 12 coups de minuit, et personne ne veut y pénétrer, et le maître des lieux, en voulant deviner qui est derrière ce masque, va finir par en mourir, puisque ce n'est pas un être en tant que tel, mais la mort personnifiée qui vient les chercher. Ce fameux masque de la mort rouge va décimer l'ensemble des gens du château. Nous avons là une fable sur les nantis qui se fichent complètement de ce qui peut arriver aux gens du bas peuple, et nous avons aussi une fable de ce qui est arrivé à la femme d'Edgar Allan Poe, puisque cette mort rouge n'est pas une maladie en tant que telle, elle est difficilement identifiable, mais certains éléments peuvent nous faire penser à la tuberculose dont était atteinte la femme d'Edgar Allan Poe. Là aussi, donc, dans ces nouvelles histoires extraordinaires, ça n'a absolument pas vieilli, et ça reste un texte, comme je vous l'ai déjà dit, fondateur de la littérature, de l'imaginaire et du fantastique. Beaucoup de temps après, puisque ici, nous sommes en 1800, enfin avec Poe en tout cas, nous venons de 1857, avec l'apparition de ces nouvelles histoires extraordinaires.
En 1912, un livre de Jack London va aussi traiter du thème des épidémies. Il s'agit de la peste écarlate. Alors la peste écarlate, c'est ce qu'on appelle un roman dystopique. Donc c'est un roman qui va nous présenter une société extrêmement bizarroïde et extrêmement anxiogène, dans lequel les individus vont devoir absolument se conformer à un ordre établi. Le roman, donc je vous l'ai dit, écrit en 1912, est censé se passer, je crois, de mémoire en 2037, où une épidémie absolument épouvantable va décimer l'ensemble de la population. Il ne va plus y avoir qu'un petit nombre d'individus qui va y réchapper. Je crois que d'ailleurs c'est beaucoup plus... le roman se passe beaucoup plus tard, je crois que c'est dans les années 2070, pardon. Et donc ce petit groupe de personnes qui ont survécu à ça va essayer de recréer une société vivable, mais bon, ça ne va pas se faire sans heurts. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle aussi du post-apocalyptique. Alors, je vous ai dit que j'allais traiter des romans d'épidémie. Le post-apocalyptique, évidemment, traite beaucoup de ça, mais je préfère ne pas traiter directement du sujet parce que le style post-apocalyptique est un genre en soi, avec de très nombreux romans. Je ne saurais absolument pas être exhaustif là-dessus. Nous en parlerons peut-être demain, si vous le souhaitez. Je vous expliquerai ce qui va se passer demain, parce que là, nous pourrons avoir une discussion en direct cette fois-ci. Donc l'ensemble des romans post-apocalyptiques sont très intéressants par rapport à ce sujet, mais je ne vais pas en traiter aujourd'hui, à part le cas de Jack London, puisque c'est un des premiers à avoir ciblé ce thème. Et donc dans La peste écarlate, vous allez avoir toute cette société qui va se reformer. Il y a beaucoup de choses qui vous font penser à un film très connu qui s'appelle Mad Max là-dedans, puisque vous avez des clans qui sont pratiquement retournés à l'état de personnes qui sont pratiquement retournées à l'état sauvage. Vous avez des scientifiques qui essayent de faire en sorte que la société soit quand même un peu plus humaine. Et on va suivre l'évolution de tout ça. Comme dans la plupart de ces romans, la fin est plutôt sombre et pessimiste, même s'il reste une lueur d'espoir. Jack London, d'ailleurs, n'est pas un auteur fondamentalement optimiste, loin de là, mais c'est un roman non plus qui n'a pas vieilli, donc La peste écarlate, vous pouvez lire aussi. Et c'est le moment de faire une pause. Donc je vous ai dit que le goûter littéraire, eh bien, vous savez un petit peu ce que c'est. On va présenter des livres et on va évidemment avoir du gâteau. Comme je suis confiné, je n'ai pas eu l'occasion de chercher des gâteaux, donc je l'ai remplacé avantageusement par ces délicieux cornichons. Donc si vous permettez, si vous avez par contre chez vous du chocolat ou des gâteaux, ce genre de choses, n'hésitez pas à faire la pause maintenant. Voilà. Donc ce ne sont absolument pas des cornichons sucrés, mais bon, je n'ai pas le choix. Voilà. Non, je ne vais pas le prendre avec ça. Voilà. Nous allons continuer par des auteurs français, en particulier un auteur très connu, un auteur méridional qui s'appelle Jean Giono, qui a écrit un livre en 1951, qui est resté un classique de la littérature française, populaire même, qui est Le Hussard sur le toit. Alors ici, on est confronté à une épidémie de peste qui a eu lieu à Marseille et dans le sud de la France. On est là en 1832 et il y a un hussard qui va déserter, parce qu'il est en désaccord avec une partie de la hiérarchie militaire et qui va décider de quitter l'Italie pour aller se réfugier en France, dans le sud de la France, en Provence. Et comme c'est un individu déserteur, bon ben, il doit évidemment faire attention à lui. Le seul petit ennui, quand il arrive là-bas, ben, il y a une terrible épidémie de choléra, donc, qui a vraiment dévasté la Provence à cette époque-là.
Et donc il va décider de vivre sur les toits pour éviter de se faire remarquer, jusqu'à ce que il vient en aide, parce que ce héros est véritablement une des images du preux chevalier, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui vient toujours en aide aux faibles et aux démunis. Donc il va sauver une femme d'une agression et une histoire d'amour va commencer, mais pas n'importe quelle histoire d'amour, puisque cette femme très tôt va lui dire bon, qu'elle est déjà mariée. Voilà. Seul écueil, évidemment, son mari a 40 ans de plus qu'elle, mais c'est un mariage arrangé, mais elle aime quand même son mari, et donc il n'est pas question, durant tout le roman, qu'elle devienne sa maîtresse. Donc il y a une espèce d'amour courtois là-dedans, mais lui, il va la sauver plusieurs fois, elle va être atteinte du choléra, elle va en réchapper, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire si vous n'avez jamais vu ou lu Hussard sur le toit, parce qu'il a été adapté, je crois, 2 fois au cinéma, donc je crois il y a une quinzaine d'années avec Juliette Binoche dans le rôle principal. Là, il va y avoir toute une considération sur ce qu'est le courage ou pas, puisque ce hussard se moque totalement d'attraper le choléra. Donc il fréquente des gens qui ont le choléra, il est persuadé de ne pas l'avoir à cause de sa force morale. Et effectivement, il ne l'aura pas. Et donc c'est une image du courage par rapport aux événements qui peuvent survenir dans des conditions extrêmes. C'est un roman qu'on peut qualifier parfois de picaresque, mais qui est extrêmement joyeux, malgré tout, même si certains des événements sont assez terribles. Alors Giono voulait en faire une suite de 10 livres consacrés à ce même héros et à des héros récurrents, un peu comme Balzac l'a fait dans La condition humaine. Ça ne se fera pas, mais il y a quand même une suite au roman qui s'appelle Le Bonheur Fou, dans lequel on peut retrouver certains des héros et des héroïnes déjà présents dans le Hussard sur le toit. Donc le Hussard sur le toit aussi, un classique du genre. Toujours dans les auteurs méridionaux, un auteur, bon, évidemment qu'on ne peut pas manquer si on s'intéresse à ça, c'est Marcel Pagnol. Alors, Marcel Pagnol, on a découvert qu'il avait fait un manuscrit sur la grande peste de Marseille, cette fois-ci. Donc là, on est de mémoire, hein, je ne vous dis pas tout ça, c'est je crois vers 1732. Vous savez qu'à Marseille, il y a eu une épidémie de peste donc, au milieu du XVIIIe siècle absolument atroce, qui a ravagé pratiquement toute la ville. Et donc Pagnol, s'intéressant à l'histoire évidemment de Marseille et de ses environs, eh bien, a écrit une grande nouvelle qui n'a jamais publié, donc on a redécouvert dans un tiroir, bien longtemps après sa mort. Il avait presque fini Les Pestiférés, puisque ce roman s'appelle Les Pestiférés, vers 1977 je crois, et puis il n'y avait pas de fin. Et c'est son petit-fils qui a découvert ce manuscrit dans un vieux meuble, et qui a décidé de le finir. Et donc, je crois qu'il y a eu une parution sous une forme de roman, mais le plus intéressant, c'est une parution sous forme de bande dessinée, qui, elle, met une fin à l'histoire, et qui est vraiment très bien faite. Donc, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les Pestiférés, donc adaptée de l'œuvre de Marcel Pagnol, et qui a, le petit-fils de Pagnol, d'ailleurs, a aussi participé à l'écriture de cette bande dessinée. Et là aussi, nous allons voir que à travers ça, le style de Pagnol est un peu plus léger. Il y a toute une histoire entre guillemets humoristique là-dedans et qui est intéressante. Donc, Les Pestiférés de Marcel Pagnol, surtout à lire sous son format de bande dessinée. Beaucoup plus tard, en 1995, on a un prix Nobel de littérature français, celui-là, qui est Leclésio, Jean-Marie Leclésio. Alors, Jean-Marie Leclésio, bon, je ne vais pas vous le présenter, on aime ou on n'aime pas, c'est un auteur qui est pratiquement tout le temps autobiographique, donc il parle énormément de ce qui lui est arrivé personnellement ou à sa famille. Et donc il est d'origine mauricienne, Jean-Marie Leclésio, et donc là, il va se baser sur ce qui est arrivé à ses grands-parents, avec une épidémie de grippe qui est survenue à l'île Maurice
au début du XXe siècle. Et là, on est tout à fait dans un autre style, puisque c'est vraiment la maladie en tant que telle est vraiment passée au second plan. C'est surtout l'interaction entre les personnages qui est mise en avant. Et là, ce sont les grands-parents de Leclésio qui sont les principaux héros de cette histoire. Donc on est dans du narratif pur. Leclésio aime bien les phrases poétiques, les descriptions extrêmement précises aussi des sentiments humains. Le livre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais s'appelle La Quarantaine, il est paru en 1995. Et donc La Quarantaine est aussi un roman intéressant pour peu que l'on aime plus une littérature, je dirais, du non-dit, presque des atmosphères, ce genre de choses. Il ne faut pas lire ça pour avoir une intrigue extrêmement développée. Ce n'est pas le cas, mais c'est néanmoins très intéressant. Tout à fait différent. Et bien des années plus tard, on est dans les années, fin des années 90, je crois, début des années 2000, avec une romancière américaine qui s'appelle Laura Kassiske, pardon. Donc, je n'ai pas éternué, c'est vraiment son nom. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce. Certains disent Kassiski, d'autres Kassiske. Voilà, je ne sais pas comment on doit vraiment présenter ça. En anglais, je crois que c'est Kassiski, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est un auteur tout à fait particulier qui nous mène dans une ambiance toujours très étrange. Beaucoup de critiques littéraires ont comparé l'œuvre de Kassiski à David Lynch. Donc, ce qu'on peut trouver chez David Lynch. Donc, si vous connaissez l'œuvre de David Lynch, nous avons en général une histoire qui commence d'une façon assez classique, qui est très proche du film noir ou du roman noir, et puis qui va passer complètement dans un univers cauchemardesque, d'un surréalisme particulièrement sombre et tout à fait onirique. On a ça chez Laura Kassiski, qui, ici dans ce roman, qui s'appelle En un monde parfait, va commencer avec quelque chose d'assez bizarroïde, qui n'est pas ma littérature de base, c'est ce qu'on appelle la littérature sentimentale, et même, on peut le dire, la littérature à l'eau de rose, ce qui n'est pas du tout son style de départ. Et on est en plein dans presque, je ne vais pas dire du harlequin, c'est quand même mieux écrit que ça, mais il y a une hôtesse de l'air qui va tomber absolument folle amoureuse d'un pilote de ligne, qui a quelques trucs pour lui, il est beau, il est grand, il est riche, il est célèbre dans son métier, donc vous voyez un peu l'histoire. Il est divorcé, il a 2 enfants, et donc malgré tout, l'histoire va continuer comme ça, elle va tomber amoureuse, elle va l'épouser, et puis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Allez vous me dire, non, c'est à partir du tiers du roman, on se demande, tiens, où est-ce qu'elle veut aller avec ce genre d'histoire. Bon, il est pilote de ligne, elle reste à la maison, voilà, elle arrête son métier et elle se retrouve à la maison avec 2 grands adolescents qui sont ses beaux enfants et avec lesquels elle a beaucoup de mal. Parce que lui, il est pratiquement jamais là. Et puis survient une épidémie qui s'appelle la grippe de Phénix, qui va commencer à décimer les États-Unis. Et eux vont se retrouver donc à 3 dans cette situation assez inquiétante de ne plus avoir de nouvelles de personne progressivement. Donc le mari, elle ne sait plus le contacter et elle va se retrouver avec dans un état de confinement, si je puis dire. Ça doit sûrement vous rappeler quelque chose. Là, ils vont chacun devoir mettre du sien pour pouvoir continuer à survivre. Et donc elle va se découvrir des ressources qu'elle ne connaissait pas, et surtout il va y avoir un changement de personnalité et du ton du roman à 360 degrés. On tombe là dans un roman psychologique, dans un roman assez effrayant par moments, où il y a des gens qui sont prêts à tout pour survivre, et donc elle devra faire avec les moyens du bord, parce que tôt ou tard la situation va empirer. D'ailleurs elle empire, il n'y a plus d'électricité, il
va falloir trouver un moyen de survivre. Ne dis pas ça, tout le monde va aller chercher des bougies. Oui, oui, effectivement, mais on n'achète pas pour le moment l'électricité dans les supermarchés, heureusement. Donc, un roman extrêmement typique de l'univers de Kassiski, où on a un commencement de quelque chose de très classique, ici le roman sentimental. Dans d'autres de ses livres, ça peut être le polar ou le roman, le drame psychologique, et ça part très vite dans des chemins bizarres, avec des héros qui changent radicalement. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà. Donc n'hésitez pas à lire ce roman-là. L'ensemble des romans dont je vous ai parlé est disponible au format de poche. Donc je vous dis, je ne sais pas vous les présenter physiquement, mais bon, je les ai lus, sinon je ne vous en parlerai pas. Mais c'est vraiment un roman qui va vous permettre de découvrir cette romancière-là. Plus connue peut-être internationalement que Kaziski, bien qu'elle soit régulièrement nommée pour être un jour au prix Nobel de littérature, c'est Philip Roth. Alors Philip Roth, il s'est fait un nom avec un roman américain assez particulier qui s'appelle Portnoy et son complexe, dans lequel il va analyser les problèmes de vie et les problèmes psychologiques d'un adolescent dans l'Amérique des années, de la fin des années 60, début des années 70. Roman qui a été qualifié à l'époque de pornographique et d'absolument scandaleux. Mais enfin, il s'en est fait un nom et il s'est devenu un des grands auteurs anglo-saxons. Je crois qu'il est américain ou canadien, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est d'origine canadienne, mais je ne suis pas sûr, pas complètement sûr. Et donc ici, il va mettre ses thèmes de prédilection qui sont des personnages qui n'ont rien pour être des héros. Ce sont des individus qui sont bourrés de complexes, qui n'ont pas confiance en eux. Des thèmes récurrents chez lui aussi, c'est le judaïsme, donc le poids du judaïsme sur la communauté juive américaine, et tout un peu comment s'en débarrasser. Il rejoint un peu des auteurs comme Woody Allen dans son humour aussi. Et Philip Roth ici, eh bien, il va s'imaginer un héros atypique, puisque sa grande passion c'est le lancer de javelot. Donc il fait du lancer de javelot pratiquement en professionnel. Il est prof sinon, et puis encore une fois une épidémie va survenir à New York. Et il va être coincé entre un dilemme, c'est-à-dire pour être quelqu'un, il voudrait jouer les bons samaritains en soignant les personnes qui vont soigner cette épidémie. Et d'un autre côté, il est amoureux depuis des années et des années d'une jeune femme qui, elle, est partie vivre dans la campagne américaine, qui a quitté New York. Et donc il va être tiraillé entre son sentiment de rester à New York pour soigner les malades et de partir là-bas pour vivre avec elle. Rapidement, on s'aperçoit que cette maladie, c'est une poliomyélite assez fulgurante. Et donc, il va finir par avoir peur, et donc il va partir là-bas. La seule chose, c'est que lui-même est atteint de cette maladie. Il ne le sait pas encore, mais il est porteur de la poliomyélite. Donc, quand il va rejoindre cette fille, il va contaminer une grande partie des personnes. Et donc ils vont se retrouver plus tard avec la poliomyélite. Lui-même au début du roman, il est plus âgé, il est gravement atteint par la poliomyélite, il a des difficultés pour se déplacer assez énormes. Et il va vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de lui. Est-ce que je pourrais encore contaminer d'autres personnes? C'est ma faute. Donc il est rongé par la culpabilité, d'autant plus que sa relation avec cette jeune fille était loin d'être probante. Et donc on a tous les thèmes de Philip Roth là-dedans, la personne qui est persuadée d'être coupable de quelque chose d'absolument épouvantable, qui ne sait pas comment réparer ça, et qui vit avec tout ça. Donc, ça fait partie aussi d'un ensemble de romans. Donc le nom du roman dont je vous parle ici, c'est Némésis.
Et ça fait partie d'un ensemble de romans, un peu comme John Irving a fait la trilogie new-yorkaise, même Philip Roth va traiter un peu de ce sujet-là à travers plusieurs romans, où on retrouve des héros qui se retrouvent d'un roman à l'autre. Donc c'est le dernier roman paru, je crois, de Philip Roth, date de 2012, donc je me rappelle, il s'intitule Némésis. Il est mort en 2018. Et il avait déjà fait part de son souhait en 2012 d'arrêter d'écrire. Bon, il avait fait le tour de ce qu'il avait à dire, selon lui. En ce qui concerne les romans, je terminerai par un ouvrage peut-être moins littéraire, bien qu'il soit très bien écrit, qui s'appelle Troupe 52. Alors, pour les personnes qui viennent souvent au goûter littéraire, vous savez que mes thèmes de prédilection en littérature, c'est le fantastique et ce qu'on appelle la paralittérature. C'est un terme que je n'aime absolument pas, mais la paralittérature, c'est tout ce qui englobe la littérature non traditionnelle. Voilà. Donc vous avez là-dedans le polar, la science-fiction, le fantastique, l'horreur, ce genre de choses. Le roman dont je vais vous parler ici s'appelle Troupe 52 et il a été écrit par Nick Cutter. Alors Nick Cutter, c'est le pseudonyme d'un très grand écrivain canadien qui est très jeune encore, je crois qu'il a 37-38 ans, et qui fait partie d'une mouvance littéraire qui n'est pas vraiment une mouvance en tant que telle, parce que les auteurs qui sont catalogués là-dedans, des fois ne se connaissent même pas, c'est plutôt les critiques qui ont appelé ça comme ça, c'est l'anticipation sociale. Alors l'anticipation sociale, vous avez des auteurs comme Chuck Palahniuk là-dedans, Michel Houellebecq en France peut être mis aussi dans ce genre de littérature. Et vous avez aussi donc l'auteur de Troupe 52 sous le pseudonyme de Nick Cutter, qui s'appelle en réalité Craig Davidson, qui est un auteur canadien, qui se fait une petite célébrité avec un recueil qui s'appelle De rouille et d'os, qui a été adapté au cinéma par Jacques Audiard il y a 6-7 ans, je pense. Donc, avec Marion Cotillard et Mathias Schoenaerts. Donc ce sont dans sa littérature classique, c'est un univers très, très glauque et très, très puissant, avec des héros complètement déglingués. Ici, dans Troupe 51, donc, il va aborder tout à fait un autre genre, c'est le genre horrifique. Mais pas le genre horrifique bête et méchant, si je puis dire, donc le gore à l'état pur, mais plutôt l'horreur psychologique. Même si dans le roman il y a pas mal de scènes de description qui sont assez épouvantables sur ce qui se passe physiquement au protagoniste de ce roman. Alors l'idée de base, c'est que vous avez une troupe de scouts américains et là, lorsqu'ils ont 12 ou 13 ans, eh bien chaque année on décide de prendre ces scouts, d'en faire une patrouille spéciale qui va aller vivre une semaine en autarcie sur une île déserte, et qui devront, évidemment avec l'aide de 2 adultes qui vont les accompagner, vivre à l'état sauvage. C'est-à-dire ils devront se nourrir de ce qu'il y a, ils devront faire leurs abris eux-mêmes et tout ça. Et ça s'est toujours très bien déroulé, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça, et c'est un peu un passage à l'âge adulte pour les scouts. Donc tout se passe très bien. Il faut dire aussi que les 2 adultes qui les accompagnent ont prévu quand même des solutions de secours au cas où les choses n'iraient pas bien. Il ne s'agit pas non plus d'un trekking militaire voilà, où les enfants vont finir par mourir de faim. Donc on prend quand même ça en compte jusqu'au jour où eux qui vivent en autarcie sur cette île vont voir débarquer à bord d'un petit canot un individu tout à fait bizarre et qui semble littéralement se décomposer sur place et qui va demander de l'aide au scout parce qu'il n'est vraiment pas bien. Il a des fièvres très fortes et il n'arrête pas de dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On va en apprendre plus sur cette histoire parce qu'il se fait que la personne qui amène les scouts sur cette île, donc le responsable de cette patrouille, a beaucoup de secrets derrière lui
Et on va avoir aussi dans le roman plusieurs petits inserts de journaux qui vont expliquer au fur et à mesure ce qui se passe. Alors vous vous dites bien que cette personne qui est arrivée sur l'île, eh bien, elle est contaminée par quelque chose d'absolument épouvantable, un virus très curieux qui amène les gens à avoir une faim absolument inextinguible et qui va les pousser à faire absolument tout pour pouvoir manger. Donc Troupe 52 est un roman, une fois commencé, même si vous n'aimez pas l'épouvante, qu'il est très difficile de lâcher. C'est ce qu'on appelle un page turner. Stephen King l'a présenté, mais il a présenté énormément de livres sur ces termes comme un livre qu'il l'a lui-même effrayé. Donc ça vous situe un petit peu le genre. Si vous avez l'estomac, le cœur bien accroché, je vous conseille vraiment la lecture de ce thriller qui est un des meilleurs que j'ai lu ces dernières années. Parce qu'en plus, la description des personnages et tout ça est extrêmement bien faite et le suspense est bien trouvé. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation des romans. Dès demain, nous pourrons, si vous le voulez, si ça vous intéresse, discuter de vive voix de ces romans ou du post-apocalyptique, mais cette fois-ci en temps réel. Donc pour tout ce qui est le côté technique et tout ça, on vous expliquera ça sur la page Facebook de la bibliothèque de Laken et sur le groupe dédié à ça qui s'appelle Délivrez-nous. Donc je vous encourage aussi à en faire partie, inscrivez-vous. Encore une fois, toutes les instructions vous seront données soit sur le site, soit vous avez peut-être reçu un email vous invitant à nous rejoindre demain. Pour des raisons techniques et des raisons de faisabilité, on ne peut pas être plus de 10 personnes inscrites. Voilà, désolé, mais sinon ça ne va pas vraiment aller. Là-dessus, nous pourrons aussi parler de livres qui ne sont absolument pas des romans, mais des ouvrages qui peuvent un peu vous donner des idées en ces temps calamiteux. Le premier ouvrage que je vais vous présenter, Karine vous en a déjà fait un petit succès d'année sur Facebook. C'est Mudra, le secret sacré. Alors, c'est un livre de Indu Arora, qui est une yogi indienne, qui va vous présenter ici tout un tas de mudras. Alors, qu'est-ce que c'est que les mudras? Eh bien, ce sont des formes que vous allez faire avec vos mains. Il y en a 108. Et donc, ces mudras vont pouvoir vous aider à acquérir un peu plus de calme, de paix, de sérénité, voire à soulager certaines douleurs. Vous voyez, vous avez tous les points qui sont indiqués ici. Si ça vous intéresse, on en parlera un peu plus précisément demain. Donc ça, c'était le premier livre. Donc vous en avez déjà un petit résumé sur Facebook. Deuxième chose, c'est comment survivre à ses enfants, puisque c'est un thème que certains d'entre vous se posent depuis environ 8 jours. Et là, c'est un livre sur la parentalité et sur le fait que sur les enfants rois. Donc, est-ce qu'il faut vraiment tout tolérer? Est-ce qu'on est des mauvais parents si on s'énerve? Eh bien, je vais vous dire que non. Comme ça va déculpabiliser beaucoup de personnes qui nous regardent actuellement. Donc, c'est un livre de Patrick Bensoussan, qui est pédopsychiatre. Et ma foi, c'est pas mal fait. Là aussi, on en parlera demain, parce qu'il y a pas mal de livres qui peuvent vous aider. Voilà, si vous êtes un peu à cran, ce genre de choses. Pourquoi ne pas utiliser ce genre de livres? Encore une fois, merci de votre attention. Alors, ça n'aurait pas pu se faire, tout ce que je vous ai présenté, sans Karine, qui est ici, qui vient de m'épouster, et sans l'aide de mon fils. Alors, désolé si j'ai bafouillé, si je me suis parfois répété, mais c'est la première fois que je fais cet exercice, et c'est beaucoup plus simple de faire quand il y a du monde autour de soi, qui vous applaudit, qui vous admire, qui vous offre des cadeaux tous les mois. Ici, évidemment, je suis face à une caméra et c'est moins facile pour moi.
Donc demain, n'oubliez pas, 10 personnes pouvant être inscrites et si l'expérience marche, nous allons évidemment réitérer ça le plus souvent possible. En ce qui concerne le club de lecture virtuel, je vais voir si ça marche, si c'est probant. Et je n'hésiterai pas à en refaire un dans ces conditions. Si vous avez des thèmes que vous voulez voir abordés, dans la mesure de mes connaissances, je suis loin d'avoir tout lu. En ce qui concerne les romans d'épidémie, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous vous étonnerez peut-être que je n'ai pas parlé de la peste de Camus. Mais on en parle tellement partout que j'ai jugé bon de ne pas en rajouter. Voilà, je crois que tout a été dit. Et d'autres livres très intéressants sur ce thème, dont je vous parlerai peut-être demain si ça vous intéresse, et qui sont aussi des livres plus récents, par l'intermédiaire de la bande dessinée, par exemple, avec, bon, évidemment, Walking Dead, ou de romans qui sont beaucoup plus longs, comme Le Fléau de Stephen King, qui parle de ce thème. Là-dessus, je n'ai qu'à vous dire une chose, portez-vous bien et santé.